Je suis arrivé sur l'UTMJ pour faire 40 km. Alors j'étais, on va dire, à moitié préparé, entre guillemets. Tous mes points faibles étaient réunis, sauf la nuit. De la boue. Pour moi, ça, c'est le point faible ultime. Et la dernière descente était terrible. On m'a aidé pour pas que je me fasse mal. J'ai réussi, je suis arrivé dans les délais. Et je me suis un peu surpris. Je me suis dit, bon, si ça t'y arrive, maintenant, va falloir peut-être essayer d'aller plus loin. Mais j'étais limite avec les délais horaires quand même. J'ai réfléchi, mais je me suis dit, voilà, maintenant, j'aimerais aller sur la Saint-Élion. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique Nicolas Ronget, un kinésithérapeute lyonnais dont le parcours est aussi inspirant que singulier. Malvoyant dès sa naissance, en raison d'une malformation du nerf optique, Nicolas n'a pas laissé ce handicap limiter sa passion pour la course à pied. Il a commencé le trail il y a moins de 2 ans et a déjà accompli d'impressionnantes courses, dont la Saint-Élion, un trail nocturne de 78 km avec l'aide de son guide Mathieu Augier. Anciennement en surpoids, Mathieu a perdu 40 kg grâce au trail, ce qui a radicalement transformé sa vie. Fervent défenseur de l'inclusion des sportifs handicapés dans la course à pied, sa détermination et sa résilience sont une formidable source d'inspiration, vous l'entendrez. Je suis ravi de partager avec vous aujourd'hui son histoire, son approche du sport et les défis qu'il a relevés, notamment sur la doyenne. Mais je ne vous en dis pas plus. Nicolas va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, l'appel de la lumière. Bonjour Nicolas, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Comment ça va ? Salut Guillaume. Eh ben, écoute, ça va plutôt bien. C'est le week-end, donc c'est nickel. Un week-end vendredi à 13h26, c'est pas mal. Ouais, week-end de kiné, en tout cas pour moi. Ça veut dire que tu as bossé un jour de plus quelque part à un moment dans la semaine, forcément. J'imagine, ou un week-end peut-être. Non, même pas ? Ouais, un petit peu. Ouais, je finis tard le soir, mais en soi, j'adore mon métier, donc je regarde pas vraiment. Nicolas, on enregistre cet épisode le 19 janvier. Et figure-toi qu'il y a 69 ans, je suis sûr que tu le savais, en 1955, les premières boîtes de Scrabble francophones étaient livrées en France 7 ans après son apparition aux États-Unis et cette diffusion depuis dans pas moins de 121 pays. Ce jeu, il existe en 36 langues et en différentes écritures. Alors, un petit quiz d'entrée de jeu là pour toi sur le Scrabble. Est-ce qu'il existe une version en latin du Scrabble, selon toi ? Ouais, je pense que c'est pas déconnant. C'est effectivement vrai. En braille. Oh, j'espère que quelqu'un y a pensé. Ouais, c'est vrai aussi. En basque. On va dire que non. C'était vrai, les 3 étaient vrais. Voilà, c'était pour un peu te montrer le champ des possibles avec le Scrabble. Juste pour la petite histoire, le record du plus haut score sur un seul mot en français, c'est 1782 points possibles pour le mot oxyphène butazone. Voilà, un mot que tu utilises, je pense, couramment dans ta vie personnelle. Ouais. Je suis pas sûr que le mot Saint-Élion, ça rapporte autant. Il y a quand même beaucoup de voyelles, mais ça peut se tenter peut-être. Ça s'essaye. Nicolas, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, question classique d'ouverture de podcast, est-ce que tu pourrais te présenter, mais je bannis tous les mots qui pourraient être en lien avec le sport. Qu'est-ce que tu peux raconter de toi sur ton profil et ton parcours? On va développer, mais sans parler à ce stade de sport. Moi, c'est Nicolas, j'ai 30 ans. Je suis malvoyant de naissance et au quotidien, mon travail, c'est je suis kiné. Tu es né en Bourgogne ? Exactement, en Saône-et-Loire plus particulièrement, à côté de Chalon-sur-Saône. Ta passion secrète, c'est quoi ? Même tes amis ne savent peut-être pas. Le Scrabble ? Ouais, non. Passion secrète. Quand t'as un peu de temps, qu'est-ce que tu aimes faire ? Je suis passionné par mon métier, par la course à pied, mais mis à part ça, j'ai pas vraiment d'autres passions. Ça prend déjà pas mal de temps dans une semaine, ouais. Effectivement. Nicolas, tu l'as évoqué, donc tu es malvoyant de naissance. C'est un diagnostic qui a été connu dès ta naissance ou il a fallu quelques mois ou peut-être quelques années pour le mesurer ? Alors, il a fallu quelques temps parce qu'au départ, quand on est, on n'a pas une acuité visuelle qui se développe tout de suite, mais c'était quelque chose qui était possible dans le sens où ma mère a cette déficience visuelle, donc c'est génétique, mais c'est pas forcément héréditaire. Typiquement, dans ma famille, mon frère et moi, on l'a eu tous les deux, mais tous mes cousins et cousines ne sont pas malvoyantes ou malvoyants.
Ça veut dire qu'il y a eu une surveillance du fait que ta maman l'ait eu. Est-ce que vous avez été particulièrement surveillés? Pas spécialement, mais je pense que c'est parce que ma mère, mes parents ont fait attention, mais assez rapidement, ils ont deviné qu'on voyait moins bien, et on a vu un ophtalmo qui a confirmé les choses. Ça s'est traduit comment là dans ton quotidien d'enfant? Est-ce que tu as été en mesure de suivre une scolarité classique? Alors oui, j'ai suivi une scolarité classique avec des aides, bien évidemment. Du coup, mes parents ont tout fait, se sont battus pour que je reste dans des écoles classiques et pas forcément dans une école adaptée. Euh, Quand tu dis battu, c'est que c'est difficile à faire entendre? ouais, un petit peu. Bah, maintenant, je pense un peu moins. À l'époque, c'était un petit peu plus compliqué. De part, je pense, c'était des choses qui étaient moins faites. On va dire que quand on avait un handicap, on allait dans une école qui était spécialisée directement ou plus rapidement en tout cas. Et c'est vrai que là, j'allais dans l'école primaire de mon village. Où forcément les professeurs étaient pas forcément adaptés et savaient pas forcément comment agir avec ça, et mes parents se sont mis en lien avec des associations qui sont venues aider les professeurs à leur faire comprendre ce dont j'avais besoin, moi et puis ensuite mon frère, pour pouvoir suivre, on va dire classiquement, les cours. Concrètement, là, peut-être pour illustrer le niveau de handicap que tu peux avoir sur les yeux, enfin ta vision, est-ce que concrètement, déjà dans ton quotidien d'enfance, que ça pouvait potentiellement limiter ou complexifier en tout cas? Typiquement, pour donner un ordre d'idée, pour ceux à qui ça dit quelque chose, déjà en termes de vision, déjà je vois avec mes lunettes presque un 2/10 sur l'œil droit, un 10e sur l'œil gauche. Et quand j'étais à l'école, même en étant en premier rang, je voyais pas ce qui était écrit au tableau, à part si le prof écrivait très gros. Mais quand je dis très gros, c'était des lettres qui font La un taille du quart de la tableau. hauteur du tableau, quoi. Ouais. Voilà, grosso modo. Et puis sur de loin et de près, c'est, on va dire, je peux lire des polices classiques de livres, mais je vais lire un quart d'heure et après il faut que je m'arrête parce que j'ai les yeux déchirés, quoi. Donc ça, cet état-là, est-ce qu'il y avait des possibilités de faire évoluer, de traiter, d'envisager une opération, ou est-ce que c'est pas possible, c'est tes nerfs optiques qui ont pas été terminés, si je dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut intervenir pour ça ou espérer une amélioration avec le temps, ou est-ce que c'est un état qui est définitif? Alors c'est définitif, mais contrairement à d'autres pathologies visuelles, c'est pas dégénératif. Donc je vais voir normalement comme ça tout le temps. Et après, ça va, comme tout le monde avec la vieillesse, ça va diminuer, mais il n'y aura pas d'évolution positive ni négative, mis à part problème. J'imagine que ça a eu aussi un impact social, enfin le fait que ta vue soit aussi contrainte dans les interactions, etc. Et puis dans peut-être toi, ta perception et tout ça, ça a dû peut-être compliquer ton rapport à l'autre. Alors surtout quand on est jeune, forcément les autres enfants comprennent pas forcément, et ça c'est encore vrai maintenant, on l'entend encore beaucoup parce que c'est un sujet quand même dont on parle souvent dans les médias, c'est tout ce qui est le harcèlement, etc. Alors moi j'ai pas été victime de harcèlement, mais un peu de stigmatisation forcément, parce que on est un petit peu la personne atypique de l'école. Il y a forcément des gens qui sont moqueurs, d'autres qui ne le sont pas du tout et qui sont très bienveillants. Mais oui, ça a eu un impact. Après, moi, je me suis toujours senti normal parce que je pense que ma famille a fait en sorte que je me sente normal, et aussi parce que j'ai toujours vu comme ça. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment, comme dans certaines autres pathologies, vu de différence à un avant, un après. J'ai toujours été comme ça. Justement, dans tes interactions avec les autres ou les moqueries que tu as pu subir, il y a dû y avoir un sujet de confiance pour toi. À quel moment, toi, tu as accepté cet état et puis tu t'es senti, enfin, as réussi à t'affranchir finalement des éventuelles moqueries de gens pas très bien intentionnés? Alors ça a mis quand même pas mal de temps. J'ai commencé, on va dire, à accepter totalement ça. C'était vraiment, on va dire, en quatrième, troisième, où là j'ai accepté d'avoir une aide, donc une auxiliaire de vie scolaire à l'école, qui du coup, elle, écrivait les cours, soit qui était écrit au tableau, soit qui était dicté. Parce qu'en fait, le problème, c'est que soit j'arrivais pas à tout réécrire, soit j'écrivais très vite et mal et j'arrivais pas à me relire. Alors que là, je pouvais me concentrer sur ce qui était attention, écoute. Donc déjà, juste ça, mes notes ont totalement changé. Et ensuite, quand j'étais en seconde, où là, j'avais vraiment eu des moqueries qui étaient très 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 fortes. Du jour au lendemain, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bon, je veux plus me laisser faire. Et j'ai accepté un peu plus mon handicap. Et après, en première, j'ai rencontré des gens vraiment, enfin des amis incroyables qui m'ont mis en confiance. Et à partir de ce moment-là, mon handicap a été totalement accepté et digéré à 100%.
Est-ce que ça a pu poser là dans ton enfance et ton adolescence des limites sur tes envies aussi? Je pense notamment au sport, aux activités sportives. Est-ce que ça peut être un frein dans tes envies ou est-ce que ça t'a jamais empêché d'aller, je sais que tu as fait du foot, on a échangé sur ce sujet-là dans notre échange préliminaire, ça t'a pas limité dans ces envies de pratiquer et quand bien même c'était pas forcément très évident pour toi? Bah si, forcément, ça m'a limité parce que je pense que quand on est plus jeune, on se limite beaucoup plus. Et bah forcément, j'étais dans une campagne où le handisport n'était pas développé. Je pense que si j'avais grandi à Lyon, peut-être que j'aurais pu connaître le CC-foot par exemple plus tôt et peut-être que j'aurais pu continuer à pratiquer. Mais c'est vrai que j'ai arrêté de faire du foot. J'ai arrêté quasiment tout sport. J'avais fait un petit peu de natation, mais ça m'avait pas plu. Il n'y a pas eu ce déclic. Et donc forcément, je me limitais. J'allais jouer de temps en temps avec des amis, mais c'était un petit peu galère pour voir le ballon. Donc forcément, bah t'es là, mais on te fait pas la passe. Donc tu fais moins de sport. Et puis bah après, vu que j'étais pas bien handicap à un moment donné, je m'étais un peu réfugié dans la nourriture et j'étais devenu obèse aussi. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que c'était limitant et en plus je me limitais moi-même sur les activités. Est-ce que tu sentais quand même une appétence ou un intérêt pour le sport, même si c'était un peu contraint par la force des choses et par ton handicap? Est-ce que c'était quand même un domaine qui te faisait envie? Oui, j'ai toujours aimé le sport. Quand on était à l'école, en fait, ça c'était bien parce que du coup ils avaient pas le choix. Enfin, ils avaient pas le choix. Même si c'était un sport de ballon, bah il fallait que je joue. Donc j'étais dans une équipe, je jouais et ça c'était Chou-fleur. même si je la vois pas, je suis là. Et du coup, c'était vraiment positif. Et mon père a toujours été sportif. J'ai toujours suivi le foot, tout ce qui passait à la télé sur les chaînes non cryptées. Bah, je regardais le sport le plus possible, tous les sports, encore actuellement. Et j'avais fait aussi un peu on va dire quand j'ai vraiment accepté mon handicap, j'ai fait aussi de la boxe avant d'arriver sur Lyon, de la boxe française. J'avais beaucoup aimé et en fait j'ai arrêté parce que mon entraîneur ne voulait pas que je fasse des combats. Et toi, t'étais chaud, t'étais partant? Ah moi je voulais, je voulais essayer. Je me suis dit c'est pas grave, on va essayer, on va y aller. Et puis mais il voulait pas. Il a dit non non, je veux pas, c'est trop dangereux. Comment est-ce qu'elle a trouvé sa place dans ta vie, la course à pied? Ça a été un petit peu plus tard. C'était quoi tes motivations premières? T'as parlé du poids que t'avais pris. Est-ce que ça a été d'abord ça qui t'a mené jusqu'au basket? Au basket avec un S, les baskets de course. Ouais, c'est ça. En fait, bah, le jour de ce déclic là dont j'ai parlé tout à l'heure, je me suis dit voilà, là maintenant, faut que tu te remettes en main, tu te remettes en question, faut faire des choses. Et je me suis mis à courir tous les jours, pas du tout progressivement. Et je pense que j'ai fait comme à peu près tous les invités de ton podcast, c'est-à-dire que j'ai été courir la première fois et je me suis dit mais en fait, faut que je fasse autre chose parce que c'est ignoble. Pourquoi je fais ça? Et finalement, bah, je me suis dit, c'est pas grave, cours, même si c'est 10 minutes, tu cours. Et en fait, petit à petit, bah, je courais de plus en plus. En plus de ça, j'ai repris le foot en senior sur 2 années. Je jouais dans l'équipe B. On perdait 7-8-0 tous les matchs, tous les week-ends, mais c'est pas grave, j'y allais. Je savais que je perdais. C'était pas à cause de moi, j'étais pas défenseur, hein. T'avais rien à te reprocher. Voilà, c'est ça. Et du coup, après, bah, je courais tous les jours, plus les 2 entraînements et le match, jusqu'à ce que j'arrive à Lyon. Et en fait, en un an et demi, j'ai perdu 40 kilos. Je suis passé de 120 kilos à 80 kilos. La course à pied, là, tu l'as mise entre parenthèses pendant quelques temps ensuite, au moment où tu as commencé tes études. Est-ce que ça a été un regret pour toi ou est-ce que c'était pas compatible avec ton agenda et tu te posais finalement pas trop la question? Alors, je suis arrivé à Lyon pour mes études et là, ça a été compliqué parce que je suis passé d'une zone rurale où en fait je descendais chez moi dans le village. En fait, j'ai un accès au bas du village où là, il y a aucune voiture quasiment qui passe. Et j'allais courir là-bas et en faisant 500 mètres, j'arrivais sur les bords de Saône et je pouvais courir, me faire plaisir sans aucun risque. Et je suis arrivé à Lyon et là, je me suis dit, oula, là, si je cours là, je vais me prendre un vélo, une voiture, même si je passe au vert, ça va pas le faire. Aller au parc, c'était difficile. En fait, il y a un grand parc à Lyon, ça s'appelle le parc de la Tête d'Or, et je me suis dit, mais en fait, il faut que je prenne le métro pour y aller. Après, je cours et après, je rentre en métro. Donc, juste ça, ça m'avait un peu démotivé. Et après, bah, c'est quand même des études prenantes. Et il y a des moments où bah, je bossais énormément, même si je suis un peu le mec qui bosse au dernier moment. Mais n'empêche qu'il y avait quand même pas mal de temps de cours. Et puis après, le travail perso. Donc, oui, je courais de temps en temps. Vraiment de temps en temps. Mais c'était très, très c'était pas du tout régulier, quoi. Si je courais une fois par semaine, c'était déjà très très bien, quoi.
Ta vie, Nicolas, elle a un peu changé, en tout cas dans le registre sportif, suite à un échange que tu as eu avec une patiente en août 2021. Je ne sais pas si c'était la première fois que tu entendais parler de l'UTMB ou plus généralement du trail. Ça a ouvert un nouveau champ des possibles pour toi ou si c'était peut-être un intérêt ou lever des freins que tu te mettais peut-être à un jour te lancer sur du trail? Oui, c'est ça. En fait, du coup, j'ai été diplômé en juillet 2021 et en août, j'avais une patiente qui venait me voir et qui aimait beaucoup courir, elle fait beaucoup de marathons, etc. Et elle me dit, vous avez vu le week-end là qui va arriver, il va y avoir l'UTMB, je suis sûr que c'est les Français qui vont gagner. Je dis, ok. Je dis, c'est quoi l'UTMB? Parce que honnêtement, le trail, je connaissais pas, l'UTMB encore moins. Elle me dit, ah, vous connaissez pas le trail, l'UTMB, Kilian Jornet et tout? Je dis, alors Kilian Jornet, comme ça de loin, ça me dit à peu près quelque chose, et encore, je sais pas trop. Du coup, elle me parle, elle m'explique, etc. Et puis le week-end arrive, et puis je suis un peu. Je connaissais pas du tout Mathieu Blanchard, mais je suivais sa compagne Alix sur les réseaux, et elle avait fait des stories, et donc j'ai suivi ça. Je me dis, ah, c'est cool, ça a l'air sympa ce truc-là, mais je me suis dit, un truc comme ça, pour moi, c'est pas possible. Enfin, visuellement, ça va être pas possible. Et puis finalement, je dis bon, j'en parle avec mes collègues et je leur dis bah il y a un truc à Lyon, Lyon Urban Trail. Bon, c'est un trail urbain, je vais aller essayer. J'ai essayé, j'ai dit allez tiens l'année prochaine, on y va et puis pourquoi pas essayer d'aller faire une Saint-Élion, tiens. Hop, voilà. Quand tu dis ça, là, on y allait, ça a l'air très simple comme cheminement. Mm. Est-ce qu'il y a quand même de l'appréhension, des doutes, des questionnements ou tu es plutôt fonceur et à partir du moment où tu as décidé que ça pouvait être pour toi, bah, tu poses pas trop de questions, tu signes et puis ensuite, plus de place au doute, tu te lances? Bah en fait, je me suis pas vraiment posé de questions parce que je me suis dit bon, c'est dans Lyon, il y aura mes collègues. Si c'est trop compliqué, même les escaliers, etc., c'est pas grave, tu vas pas vite et tu verras bien. Donc j'ai foncé. Par contre, grosse erreur, je me suis pas du tout préparé. Enfin, pas assez bien en tout cas, je courais, mais j'avais pas du tout fait de dénivelé, j'avais jamais fait de dénivelé. Bon, j'ai compris. Pourtant, je suis kiné, hein, mais voilà. Et du coup, j'ai dit ah c'est cool. Et puis après, je me suis dit bon bah on va augmenter ça, on va aller chercher plus loin l'année prochaine pour voir ce que ça donne. Donc un semi, après un Lyon Urban Trail plus long. Donc là, j'étais beaucoup plus préparé, je m'étais préparé à faire du dénivelé tout seul, etc. Et après, premier trail nature. Et c'est là où j'ai eu une phase de doute. Je me suis pris une bonne gifle quand même. Parce que quand on arrive sur un terrain qui descend à 30% et qu'en fait on a d'habitude de faire du 30% sur du béton, et là on arrive sur un terrain mi-ombre, mi-soleil avec des racines et des cailloux, et là je me suis dit, hmm, il y a moyen que je me fasse mal là quand même dans l'histoire. Je me suis pas fait mal parce que j'ai été prudent, mais bah, du coup j'ai été disqualifié parce que j'étais trop lent. Comment tu as accepté ça, là, cette idée d'être hors délai? Est-ce que ça a pu t'affecter ou est-ce que tu es passé outre et ça n'a pas limité finalement tes envies de réessayer ensuite? Ça m'a fait beaucoup douter. Parce qu'en fait, mon année 2020, oui, 2022, elle était pour aller jusqu'à la Saint-Élion. Donc je m'étais dit, je fais un trail de 30 km nature le premier. Après, je vais passer sur Marathon Expérience Maxi Race le mois d'après. Et après, je vais monter, je vais faire un. J'avais prévu, enfin, je m'étais pas inscrit encore, mais je m'étais inscrit à la Maxi Race. Et on m'avait dit, la Maxi Race, tu vas voir, c'est méga technique. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est dans un mois, j'ai pas réussi à faire un 30 km. J'ai été disqualifié pour le temps, la Maxi Race, ça passera pas. Donc, je suis pas allé. J'ai beaucoup douté. Et finalement, j'ai fait un trail avec des collègues en juillet, c'était à Monténard, les passerelles. Et je me suis dit, bon, vas-y, on va voir, c'est 25 km, ça a l'air moins technique, tu tentes. Du coup, ça s'est pas mal passé. Alors par contre, je stressais beaucoup, je suis pas du tout pro au stress de base. Et en partant, j'avais des crampes au ventre, etc. Parce que j'avais peur, pas forcément de me faire mal, mais peur d'une nouvelle fois pas réussir et peut-être de me dire je dois pas faire du trail. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé, mis à part une petite visite d'un fossé, mais Petite visite de courtoisie. petite visite comme ça, et je suis arrivé et je me suis dit bon, c'est cool, va falloir peut-être juste bosser ça et envisager d'autres choses, mais juste bosser la technique et puis pas y aller en mode tiens, je connais pas et j'y vais pleine balle sur un truc technique, quoi. Tu as enchaîné ensuite dans le Jura, je crois, à l'automne. C'était un format un peu plus long de 40 km. C'est ça. Je suis arrivé sur l'UTMJ pour faire 40 km. Alors j'étais, on va dire, à moitié préparé, entre guillemets. La régularité était plus trop là dans mes entraînements, mais vu le début d'année que j'avais fait, je me suis dit, je pense que ça passera. Tous mes points faibles étaient réunis, sauf la nuit. De la boue. Pour moi, ça, c'est le point faible ultime. Et la dernière descente était
terrible. On m'a aidé, du coup, j'avais un ami qui faisait l'assistance, entre guillemets, qui m'a aidé à descendre pour pas que je me fasse mal. J'ai réussi, je suis arrivé dans les délais et je me suis un peu surpris. Je me suis dit, bon, si ça t'y arrive, maintenant, va falloir peut-être essayer d'aller plus loin. Mais j'étais limite avec les délais horaires quand même. Donc j'étais très content, j'ai réfléchi, mais je me suis dit, voilà, maintenant j'aimerais aller sur la Saint-Élion. La Saint-Élion 2022 se fait pas parce que on apprend une mauvaise nouvelle pour mon père, je m'entraîne pas du tout, je trouve pas de guide, et donc je repousse ça à 2023. Là, les courses précédentes que tu as évoquées, tu les as faites seul, hormis l'assistance que tu as pu avoir dans la descente. Mais est-ce que tu arrives à les courir seul? Ouais, j'y arrive. Maintenant, j'arrive à courir dans Lyon tout seul. Quand il fait nuit, c'est compliqué. Quand il fait nuit, je vais sur la zone où je m'entraîne d'abord en métro ou en tram parce que ça reste compliqué. Et le pire, c'est quand il fait nuit et qu'il pleut. Là, je vois plus rien en fait en termes de relief et en fait, à partir du moment où il pleut, pour moi, tout a la même couleur dans la nuit. Plus l'aveuglement des phares, etc. Et je me suis dit bon là, c'est quand même suicidaire de courir. À part s'il y a quelqu'un avec moi qui me dit bah là, on peut traverser poteau, etc. Mais sinon, quand il pleut, c'est impossible. En ville en tout cas. Sinon, c'est dans le parc qui est juste à côté de chez moi si je fais des petites sorties quoi. Question que je me pose quand tu parles d'être accompagné par quelqu'un, est-ce que quand tu réussis, quand c'est quelqu'un avec qui tu opères bien, créer un climat de confiance tel que tu évacues vraiment à 100% le sujet des obstacles devant toi, c'est-à-dire que tu sais que la personne saura te dire, et donc toi tu te concentres vraiment sur la discussion que vous pouvez avoir, sur tes sensations physiques et autres, et que tu évacues complètement le sujet des dangers environnants, ou est-ce qu'il y a quand même toujours une toute petite part en toi d'attention ou de retenue, et quand bien même tu es entouré de quelqu'un? Alors j'ai une confiance totale. Après, il reste quand même un pourcentage où je regarde quand même les 2, 3, 4 prochains mètres, si jamais il ou elle n'est pas 2 mètres devant moi, pour voir quand même, essayer de voir ce qu'il y a. Mais sinon, oui, j'arrive à... Déjà, ça me fait gagner un taux de fatigue et de concentration qui est quand même énorme. De pas réfléchir à où mettre les pieds, ça me fait gagner beaucoup d'énergie. Et j'ai très facilement confiance parce que en fait, il faut juste me prévenir s'il y a un poteau, s'il y a une marche, si elle est haute, si elle est pas trop haute, si ça descend, si ça monte. Après, globalement, je laisse faire mes chevilles, ça se passe plutôt bien en général. Je reviens sur tes courses. Est-ce que la compétition, c'est quelque chose qui est important? Ça vient chercher un supplément d'âme chez toi ou est-ce que c'est accessoire finalement dans ta démarche? Alors au début, c'était accessoire. Je faisais ça en me disant, je veux finir, ça sera déjà très bien. Et tu vois là, cette année, je veux faire des distances que je maîtrise un peu plus en me disant t'essayes de le faire le plus vite possible en essayant d'être compétitif. Alors compétitif avec mon niveau bien sûr, hein, je vais pas aller chercher les personnes de devant, mais en me disant voilà là l'année dernière t'as fait tant de temps sur une course qui fait cette distance-là, cette année je veux gagner 1 heure, 2 heures en fonction du climat, etc. Ouais, cette année je vais chercher à faire les choses beaucoup mieux que je les ai faites avant. Merci beaucoup Nicolas pour cette introduction. On va maintenant passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi. La première d'entre elles, ton plus beau souvenir d'enfance. Je dirais que c'est pas des moments uniques, c'est des moments en famille où tous les étés on allait, mes grands-parents, mes parents et mon frère, tous passer une journée entière à la pêche et on pêchait, on courait dans les champs, etc. C'est des très très bons souvenirs. Puis parfois même pendant les trails. Deuxième question pour toi Nicolas. Comment est-ce que tu réagis face à l'adversité? Tu peux prendre ce terme-là vraiment de la façon que tu veux. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien l'adversité. J'adore ça d'ailleurs. Justement, j'en prends plutôt un malin plaisir. C'est-à-dire quand on me dit t'arriveras pas à faire ci ou ça sera compliqué ou t'y arriveras pas, ben je suis plutôt en train de me dire bah ok, je vais te montrer, Bouge je vais pas. le faire. On en reparle après. C'est ce que j'avais senti. Ça me surprend pas beaucoup de ton parcours. Troisième question pour toi, le plus beau compliment qu'on puisse te faire. C'est quand j'ai réussi à aider quelqu'un de par mon travail en l'aidant dans son quotidien, que ce soit au niveau professionnel, sportif ou même juste social, d'être soulagé après une rééducation. Et juste ça, ça me fait... ouais, je rentre chez moi, je suis très content. T'es refait, comme diraient Ouais, les jeunes. ah, clairement. Merci beaucoup Nicolas de t'être prêté à l'exercice du questionnaire de Proust. Je vais maintenant planter des corps de la course épique qui nous intéresse aujourd'hui, la Saint-Élion.
La Saint-Élion, c'était un monument de la course à pied en France. Ce mythique raid nocturne entre Saint-Étienne et Lyon, doyenne des courses d'ultra, est devenu un véritable phénomène et la plus grande course nature de l'Hexagone en termes de participants. Elle mêle à la fois trail et course sur route. Elle est vraiment devenue le rendez-vous incontournable de la fin de saison de trail running. La course propose au global 8 formats de 13 à 158 km, la redoutable Lyon-Saint-Élion, entre donc les deux grandes métropoles qui sont à réaliser soit en solo, soit en relais. Courir la nuit au cœur de cette immense balade frontale sur les crêtes des monts du Lyonnais est souvent, en dépit des conditions qui sont traditionnellement redoutables en termes de météo, synonyme de moments magiques. J'ai quelques chiffres à partager plus particulièrement avec toi là, sur cette édition 2023. Le départ de la course était donné à 23h30. C'est une course qui fait 78 km pour 2296 mètres de dénivelé positif. 17 000 coureurs étaient inscrits sur l'ensemble des courses du week-end, soit probablement 34 000 pieds congelés, j'imagine. 2 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour que l'épreuve soit sold out. Et moins 7 degrés, c'est globalement la température minimale qui a pu être ressentie cette nuit-là. J'ai même entendu dire qu'elle avait pu descendre encore plus bas que ça. Nicolas, tout se passait bien jusqu'à maintenant. Mais toi qui connais le podcast, tu sais qu'après Oui. la présentation de la course, vient le moment de la question qui pique. Alors Nicolas, je vais te poser 3 questions sous forme de vrai-faux sur un animal qui s'appelle le lion, puisqu'il n'y a pas d'animal qui s'appelle le synthé. Donc voilà, j'ai un petit questionnaire pour toi sur le roi de la jungle. Première question de ce vrai-faux. De la même façon qu'un trailer qui se ferait brutalement la cheville dans un pierrier, le cri du lion peut être entendu à 8 km de distance. Est-ce que ça te paraît vrai ou faux? Voilà, je ne sais pas si tu t'es déjà fait la cheville dans un pierrier, mais... Non, j'ai la chance de pas m'être fait la cheville et de pas me la faire, donc on va essayer de rester comme ça, on garde le cap. en garde cap. Moi, je dirais vrai. Et oui, c'est vrai, 8 km. Et ce rugissement, il sert à communiquer avec d'autres lions pour avertir des intrus ou pour rassembler les membres du groupe. Et alors, il peut quand même percer les tympans, tu vois, parce qu'il va jusqu'à 114 décibels, ce qui est un niveau comparable au bruit d'un avion de chasse au décollage. Ça te donne un ordre d'idée. Ouais, quand tu l'entends comme ça, c'est pas bon. Ouais, exactement. Bon, ça permet de savoir qu'il faut courir vite et d'anticiper un peu. Bravo Nicolas, tu as très bien démarré. Deuxième question pour toi de ce vrai-faux. Il est évidemment établi que le lion est le roi des animaux. Est-ce qu'on peut considérer que le roi des coureurs, c'est Kilian Jornet? Il n'y a pas de bonne réponse. Non, Si je ce crois n'est la pas. tienne. Alors je te l'accorde 2 sur 2 Nicolas. Troisième question pour toi, parce qu'il n'y a aucun enjeu de barrière horaire, contrairement à la contrainte qui est imposée à l'ultra-trailer, le lion peut dormir jusqu'à 20 heures par jour. Vrai, je pense que Ouais. il dort beaucoup. C'est pas lui qui chasse, je crois. Ouais, effectivement, c'est la lionne qui bosse beaucoup. Et lui, il est en tout cas principalement actif le soir, au crépuscule et à l'aube même. Donc il est, voilà, on le considère comme un animal crépusculaire, même plus qu'un animal nocturne, parce que c'est à partir de ce moment-là où il commence à être actif. J'ai pas trop compté, il me semble que tu as fait 3 sur 3, donc félicitations Nicolas. Tu as été très fort, tu t'en es très bien sorti. 3 bonnes réponses Ça sur m'arrive 3, pas souvent. c'est très fort. On va désormais passer à ta course épique, donc ta Saint-Élion, une course dont tu n'as pas à rugir, tellement elle s'est bien passée. Désolé pour le jeu de mots un peu honteux. Nicolas, tu nous l'as expliqué tout à l'heure, ton cheminement jusqu'à la Saint-Élion, mais fondamentalement, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette course? C'est une distance qui est quand même importante. Est-ce que ça a été très immédiat pour toi de te projeter sur ce type de format? Est-ce que l'ancrage local et le fait que ce soit à domicile, ça a aussi beaucoup joué? Est-ce que c'est la symbolique de cette doyenne? Qu'est-ce qui t'a appelé? Et qu'est-ce qui a fait que tu as su très vite que ça serait un objectif majeur pour toi? Alors, il y a eu pas mal de raisons. Alors déjà, parce que c'était symbolique dans le sens où c'était une des seules courses que mes parents et que mon père connaissaient quand il était encore là, et il me disait le jour où tu arriveras à faire cette course, ou en tout cas où tu la feras, je t'attendrai à l'arrivée. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé le trail, je lui en ai parlé, il connaissait pas non plus l'UTMB, etc. Et quand je lui dis, bah, il y a une course à Lyon, c'est la Saint-Élion, il fait, ah oui, ça, je connais, j'ai déjà entendu parler. Et donc, ça, on en a parlé. Il y avait le côté aussi où je me suis dit, je veux que ce soit un point de passage pour moi pour aller chercher de l'ultra, parce que j'ai ce rêve d'aller faire de l'ultra. Et je me suis dit, bah, ça sera un bon test. Il y a tous tes points faibles, la nuit, le mauvais temps, et puis bah, forcément le côté long, mais de nuit, en me disant, bon, bah, tu verras si ton corps accepte ça, si c'est jouable, etc. Donc toutes ces raisons qui ont fait que la Saint-Élion, c'était l'objectif, on va dire, intermédiaire pour aller chercher du long. Nicolas, quand tu te lances dans des projets comme ça et que tu les imagines, est-ce que tu te dis que c'est réaliste ou est-ce qu'il y a quand même une forte part de doute ou est-ce que si tu te lances dedans, c'est que tu dis qu'il y a forcément moyen que tu réussisses d'une façon ou d'une autre, peut-être pas du premier coup, mais qu'en tout cas c'est un objectif qui est atteignable?
Alors, du doute, il y en a eu, mais c'était pas au moment où j'ai choisi de me lancer dans le projet. Je t'avoue que ça me faisait pas plus peur que ça. C'était plutôt le côté accessibilité, plus que le côté distance, température, où je m'étais interrogé, on va dire. Mais le terme de tout le reste, c'était pas. Je me suis jamais posé vraiment la question, en fait. Tu nous l'as dit tout à l'heure, donc tu as renoncé à ton projet de Saint-Élion 2022. Qu'est-ce que tu as décidé d'entreprendre ou de changer pour te mettre sur les meilleurs rails pour être sur les lignes de départ de l'édition 2023? Déjà, j'ai essayé d'être raisonnable, ce qui est plutôt quelque chose de difficile, parce que de base, la Saint-Élion 2022, je m'étais dit que je la ferais sans guide. J'essaierai, on verra. Si c'est trop difficile, j'arrêterai, j'abandonnerai. Je pense que c'est bien que je ne l'ai pas essayé, parce que je suis un peu têtu comme gars et même si c'était en difficulté, je pense que j'aurais attendu vraiment le moment peut-être un peu trop dangereux pour abandonner. Et la mise en place, c'était de mieux m'entraîner. Donc j'ai pris une coach pour me guider dans la ligne directrice pour arriver à cette Saint-Élion. Et aussi le fait que quand tu as une coach, c'est quand même beaucoup plus régulier. Pas le En choix, tout cas, ouais. moi, ça m'a Là, tu beaucoup peux pas plus. sécher. C'est ça. Le côté pause après mon premier échec qui serait sans doute pas arrivé en 2022 si j'avais eu une coach. Elle m'aurait permis de me dire bah c'est pas grave, tu réessayeras ailleurs, mais on continue à s'entraîner, tu t'arrêtes pas parce que tu doutes, etc. Et là, il y a eu des doutes toute l'année avec ma coach, surtout sur le volume, sur les petites blessures que je me faisais à chaque fois, mais j'ai été régulier. Donc tu as tout de suite vu les bénéfices. Ouais. Moi, clairement, bah déjà, la première chose qu'elle m'a dit, c'est elle me dit tu cours trop vite. J'ai dit écoute, je cours trop vite. Je courais déjà pas très vite, alors j'ai dit je cours trop vite. Elle me dit non, tu t'entraînes pas du tout comme il faut. Tu cours trop vite, tu te crames. C'est pour ça que ok. Et en fait, j'ai appris à courir, on va dire lentement, plus lentement. Et en fait, c'est vrai qu'en termes de volume, ça change quand même beaucoup de choses, hein. Cette Saint-Élion, là, c'est une course que tu pouvais pas envisager seule. Par quel bout tu as pris les recherches pour trouver un guide, la personne qui serait la plus à même de t'accompagner sur cette course? Alors déjà, j'avais un peu sondé en début 2023. J'ai envoyé un message à Alex, du coup Cascadert, parce que de temps en temps, je lui envoie des messages parce que j'ai fait pas mal de courses qu'il a déjà fait. Donc souvent, je lui dis est-ce que c'est technique, etc. pour essayer de me préparer un petit peu aux courses. Et là, je lui ai demandé, je lui dis du coup la Saint-Élion, il me semble qu'il avait mis dans un live Twitch que il allait peut-être pas faire la Saint-Élion à fond ou quelque chose comme ça parce que bah, il avait un projet. Etc. Donc il s'est avéré que c'était le TSP. Il m'a dit ça va être compliqué, donc ce sera pas moi, etc. Donc je lui ai dit ouais, bah, je comprends. De toute façon, je me doutais qu'il allait pas pouvoir, mais je me suis dit ça serait un gros kiff. Et du coup après j'ai pendant un bon moment pas cherché parce qu'il y a eu bah, c'était début d'année, j'avais du temps. Et après, j'ai commencé à chercher un peu tard. Un peu tard, mais Monsieur last minute. je suis un peu comme ça, moi, c'est soit trop en avance, soit trop en retard, mais c'est rarement bien mesuré. C'est le côté mauvaise gestion des distances, ça. On va appeler ça le talent d'improvisation. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'avais envoyé un message à Mathieu Augier, du coup, qui m'a dit bah, ce serait un gros défi pour moi, ça me ferait plaisir, mais j'ai une course, donc ça va pas être possible. Et Mathieu Augier, finalement, pour donner un peu de contexte, c'est un coureur de très très bon niveau. oui, 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 voilà, c'est ça, c'est un Il a très, un index UTMB de quasiment 800, ouais. c'est ça, et il a fait bah, l'année dernière sur la trace des Maquisards, il fait ex-aequo avec Alex, donc ça court bien. Euh, du coup, il avait une course prévue ce week-end-là, et finalement, il avait fait une très très grosse saison, et puis mentalement, il était un peu fatigué, donc il a fait une bonne pause, et on s'est réécrit, et il m'a dit finalement, le projet, si c'est toujours OK pour toi, j'aimerais être ton guide. Alors du coup, j'avais cherché d'autres personnes, mais c'est vrai que bah, Mathieu, mis à part Alex, du coup, c'était la personne avec qui il y avait eu le plus de contact. Et je me suis dit, bah oui, de toute façon, dans ma tête, c'était lui. Et après, s'il n'y avait pas lui, c'était d'autres personnes, hein. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui s'étaient proposées. Et après, bah, on s'est vu avec Mathieu pour parler de ça et pour lancer la guerre, hein. Qu'est-ce que tu attendais de lui justement? C'était quoi le rôle, son périmètre? Comment est-ce que tu imaginais sa contribution à votre projet? Alors pour moi, l'objectif, c'était de gagner en efficacité et surtout en fatigue. Dans le sens où quand on a couru, on s'est vu, on a couru 2 jours et
il y a eu la nuit qui est arrivée, c'était pour déjà qu'ils se rendent compte que j'arrivais à distinguer ou non. Et après, c'était vraiment dans le choix des trajectoires, passer aux endroits forcément les moins glissants, les moins techniques, les moins dangereux, me faire éviter toutes les obstacles. Tu vois, typiquement le genre de truc où il y a des cailloux là, sur les deux côtés des gros cailloux là pour empêcher les voitures d'aller sur ce type de chemin, et de me dire qu'il y a deux cailloux qu'il faut bien passer au mieux. Parce que ça, typiquement, si j'arrive pleine balle, s'il y a personne qui me le dit et que je suis tout seul, il y a quand même de grandes chances que mes tibias fassent un petit bisou au caillou. Donc c'est pas les tibias qui gagnent dans ces cas-là. non, et la course finit pas très bien, je pense. Elle se finit tout court d'ailleurs. Oui, voilà. Et c'était ça, et puis du coup, on s'était briefé pour ça, et après c'était parti. Sur la phase de préparation, comment est-ce que vous avez pu vous interfacer avec Mathieu? Est-ce que c'était possible pour vous de vous préparer ensemble, ou est-ce que vous avez finalement passé peu de temps de préparation au même endroit et au même moment? On s'était vu qu'une fois, parce que la décision s'est prise vraiment un mois avant la course, un mois et demi avant la course, pour savoir que c'était lui mon guide. Donc en fait, j'avais fait ma prépa de mon côté. En termes de course, lui, le volume et la prépa, c'était pas vraiment le problème le concernant. Et on s'était vu une seule fois vraiment pour briefer. Après, on avait échangé aussi par visio, etc. On avait fait un briefing d'avant-course avec lui, ma coach. Après, on s'était refait un briefing avec lui pour parler des moments difficiles où ça allait être difficile, surtout au niveau technique et au niveau de descente. C'est là où j'éprouve le plus de difficultés, les descentes. Et donc, c'est beaucoup parlé, vu une seule fois, et ensuite, c'était le jour J. Dans quel état d'esprit et dans quelle disposition tu te sens à l'issue de cette préparation? Physiquement, dans la tête, comment ça va? C'est quoi le constat? Dans la tête, motivé, surmotivé. Physiquement, je savais que ça allait être difficile parce que j'avais répété un syndrome de l'essuie-glace plusieurs fois dans l'année. Dès que je dépassais 25-30 bornes avec un peu de dénivelé, ça me faisait mal. Alors, le problème, Un c'est que... essuie-glace, ça aurait pu être pratique pour la Saint-Élion, ceci dit. Ouais, ouais, ouais. Bon, je suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose pour moi, mais du coup, je me suis dit, bon, j'espérais dans un petit coin de ma tête que ça allait pas arriver, mais je me suis dit à mi-course, j'aurais mal au genou, ça, je le savais. Mais pour tout le reste, j'étais surmotivé. J'ai eu un petit pic de stress, on va pas se mentir, parce que avec Mathieu, on avait l'objectif de faire en sorte que cette course soit aussi quelque chose qu'on essaye de mettre en avant le plus possible pour le handisport dans le trail en fait. Et du coup, la Saint-Élion avait fait aussi ça parce qu'elle avait vu une story de Baptiste Chassagne qui m'avait mis en avant. J'avais fait un petit entraînement avec lui, puis plusieurs personnes qui avaient convié sur ses réseaux sociaux. Donc j'ai eu un petit peu des sollicitations médias. Alors pas énormément, mais ça a ajouté un petit côté pression. Je me suis dit, là, si t'échoues, il y a tout le monde qui va savoir, quoi. Enfin, là, tu pourras pas faire demi-tour. Là, il faut y aller, il faut montrer que c'est parce que t'as un handicap, tu peux y arriver quand même, parce que sinon, ça a fait un petit peu de fumée, mais voilà, quoi, c'est pas terrible. Heureusement, ton manager t'a remis la tête sur les épaules. Ouais, c'est bête, mais c'était assez stressant. Bien sûr, non mais cette exposition-là, elle est pas facile à gérer, elle est inhabituelle et puis elle est pas simple, quoi. Même déjà dans un cercle parfois très intime et privé, d'annoncer ses objectifs, ça peut parfois tétaniser ou mettre une forme de surpression. Donc j'imagine que l'exposition médiatique additionnelle, blague à part, et puis quelle qu'elle soit, elle peut être aussi pénalisante. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, du coup, finalement, j'y pensais plus, quoi. Enfin, une fois arrivé, même le jour de la course, on avait vu une journaliste l'après-midi. C'est vrai que sur le coup, on se dit bon, c'est stressant. Puis une fois que t'es dans ta course, tu penses plus du tout à rien, et même quand t'es dans le dur, tu te dis pas punaise, qu'est-ce que ça va donner, Ouais, qu'est-ce qu'on va en penser, etc. Franchement, ça, j'y ai même pas pensé, quoi. Oui, tant mieux. Oui. Nicolas, il y a un objectif premier qui est, j'imagine, pour vous deux de finir. Est-ce qu'il y a un sous-objectif qui est un objectif de chrono? Est-ce que vous posez aussi ces questions-là? Est-ce que vous raisonnez comme ça aussi? Oui, oui. Alors, du coup, je m'étais fixé 13 heures. Si ça se passait bien, je voulais faire 13 heures. Et puis, après, si ça se passait vraiment bien, moins de 13 heures, mais il n'y avait pas vraiment de temps mis en dessous. Et forcément, oui, l'idée, c'était de finir. Franchement, même si j'arrivais une minute avant La barrière horaire, ouais. l'heure finale, la barrière horaire, il n'y avait aucun problème. Franchement, juste de finir, c'était très très bien.
Est-ce que vous avez mis en place une stratégie? Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, au regard du parcours, etc., imaginez un peu des scénarios sur l'intensité que vous alliez mettre sur ces différentes phases, comment gérer de façon globale la course? Alors de base, c'était quelque chose que je voulais faire, en fait, que j'avais tendance à commencer à faire sur certaines autres courses, personnellement. Et Mathieu m'a dit, il faut pas qu'on pense comme ça, parce qu'on va se mettre la pression, tu vas te mettre la pression, on fera vraiment comment tu te sens, et on accélérera si tu sens que tu peux accélérer, si tu as envie, si tu n'as pas envie d'accélérer, on n'accélérera pas. On va pas se mettre la pression sur ça, mais trouvais que mon objectif de temps n'était pas du tout déconnant par rapport à l'objectif. Donc déjà, c'était plutôt bien. Et du coup, finalement, je me suis dit, ok, alors oublie les points de passage, oublie de te dire, tiens, il faut arriver à Sainte-Catherine en tant de temps, etc. Ça, j'ai essayé de mettre de côté et j'ai réussi à le faire. Et finalement, c'était pas plus mal. Est-ce qu'il y a des choses particulières qu'il fallait prévoir pour toi en termes de matériel ou est-ce que c'était l'équipement ordinaire comme pour n'importe quel coureur? Alors oui, j'avais prévu du sérum physiologique comme Courtenay. J'en avais prévu pour cette course qu'en fait à chaque fois je pars en course et je me dis ah, j'ai oublié j'ai oublié à chaque fois que j'en ai besoin forcément j'oublie et là j'en avais emmené et vu que c'est salé ça gèle pas mais par contre quand on en met dans les yeux et qu'il fait -10 Ça chatouille? c'est pas forcément la meilleure des idées du siècle hein, quand même hein. Nicolas, on est le jour du départ, le samedi 2 décembre, un peu avant 23h30. Comment est-ce que toi tu te sens là dans le sas de départ à part congelé? Comment est-ce que tu te sens? En plus, tu as la chance d'être avec Mathieu dans le sas élite. Grâce à du coup l'organisation de la course, Monsieur Sorin, on a pu partir dans le premier SAS, dans le SAS Elite. J'ai fait cette demande dans le sens où je voulais vraiment partir dans les meilleures conditions pour moi, mais aussi pour les autres, dans le sens où, bien évidemment, j'irai de doubler les personnes. J'ai pas la prétention d'en doubler beaucoup, mais dans le sens de pas leur marcher dessus ou de pas me faire marcher dessus. Alors ça arrive à tout le monde bien sûr, mais si je loupe l'information visuelle et que je fais tomber 10 personnes et que je gâche la course de 10 personnes, ça m'embêterait quand même. Donc c'était de partir derrière les élites. J'ai dit de toute façon en 10 secondes, moi je les verrai plus, ça sera terminé. Et là, il y a toute la route. Et ça a été vraiment un confort de pas se préoccuper de ce qu'il y a autour, mais vraiment que de Mathieu et de moi. Et comment je me sentais stressé, pas congelé, ça allait parce qu'on était un peu serré. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore froid. D'ailleurs, j'ai pas eu très froid, mais j'attendais avec impatience le départ. Je voulais partir. Il fallait que ça aille et que il y avait plus qu'à courir et rien d'autre. Comment est-ce que vous avez abordé les premiers kilomètres avec Mathieu? On est parti tranquillement, à rythme, enfin tranquillement. On est parti, je sais pas, je vais te dire, à mon allure, on va dire. J'ai pas cherché à suivre les groupes. J'aurais pu au départ me dire, tiens, essaye de suivre, parce qu'il y en a qui couraient pas super vite, mais je me suis dit, te crame pas comme t'as fait sur certaines courses, parce que là c'est 78 km, c'est pas 30 bornes. Si t'es cramé à 30 bornes, ça va être compliqué. Donc je voulais partir prudemment, on est parti prudemment, on a couru vraiment, on n'a pas marché tout de suite quand même. C'est quoi là, tes premières sensations justement sur le parcours, cette confrontation au réel de la nuit, des frontales, etc. Est-ce que c'était conforme à ce que tu imaginais ou est-ce que éventuellement à ce que tu pouvais craindre? Ou est-ce que tu as l'impression d'avoir finalement bien jaugé la course et de ne pas avoir sous-estimé ou surestimé certains de ces aspects? Alors ça se passe bien. Au début, on était dans Saint-Étienne, donc forcément beaucoup de lumière, très peu de difficultés visuelles. Juste faire attention à pas se prendre un trottoir, etc. C'est au moment où on a commencé à rentrer dans les bois où je me suis dit, là franchement, avoir un guide, c'est pas du luxe. C'est vraiment bien parce que franchement, toutes les branches, toutes les petits trucs, c'était. Je suis sûr que pour aller sur les 10 premiers kilomètres, s'il n'y avait pas eu Mathieu, je pense que je me serais déjà pris 3-4 branches. Honnêtement. Et bah forcément, frontal à fond pour moi, pour bien voir. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait de la neige. Alors fatigant visuellement, mais ça réverbérait beaucoup. Et finalement, je voyais, entre guillemets, pas si mal. Il y a eu un premier moment délicat ensuite dans la montée jusqu'à Saint-Christo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah en fait, j'ai fait typiquement tout ce que tout le monde me disait de pas faire. En fait, j'ai pas réfléchi avec le stress, etc. J'avais un peu la bouche sèche, etc. Donc je me suis dit bois. Et je me suis vite rendu compte que j'avais oublié de réchauffer l'eau dans ma bouche. Et mon estomac était en train de me dire
C'était un peu trop froid là, donc j'ai commencé à avoir mal au ventre. Alors, au début, totalement gérable, donc jusqu'à Saint-Christophe, on monte, donc j'essaye de boire quand même. Je commence à essayer de réchauffer le peu que j'essaye d'avaler dans ma bouche avant de l'avaler, mais ça passe pas, ça passe plus. Je pourrais, mais j'ai pas envie de me forcer. Mathieu il me dit non, non, te force pas. Même ma boisson d'effort, je voulais essayer de boire un peu de ma boisson d'effort, mais il m'a dit vu qu'elle est bien sucrée, ça risque d'être pire au niveau de ton estomac, donc attends un petit peu. Donc j'attends, on arrive à Saint-Christophe. Kilomètre 17 pour donner une idée à nos auditeurs. C'est ça. On arrive, donc il y avait ma coach et un de ses amis, Bob, qui étaient là pour nous assister. Et elle me tend mes flasques et je lui dis bah la boisson d'effort, j'y ai à peine touché. L'autre, bah c'est pareil, il m'en restait pas mal, donc je change quand même les flasques en me disant bon peut-être que là ça va aller. Et puis on repart pour aller à Sainte-Catherine. Et là, c'est le drame. tout le long, petit à petit, la douleur augmente, la douleur augmente, la douleur. Et là je me dis ça va être très 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 long. Si tu as au kilomètre 25 des mal au ventre comme ça va être très compliqué. J'arrivais plus du tout à boire, pas du tout à manger. Donc jusqu'à Sainte-Catherine, si j'ai bu l'équivalent d'une flasque et puis manger une barre, c'était le maximum. Mais je commence à avoir faim. J'avais faim, mais en même temps, je savais que si je mangeais, ça allait pas bien se passer. J'avais des coliques. Sans être malade, j'ai eu la chance de pas être malade quand même. Mais ouais, il manquait plus que j'avais froid et c'était bon. Mais ça va, j'ai eu la chance de pas avoir froid. Mais c'était très compliqué jusqu'à Sainte-Catherine. Est-ce que malgré ces mots que tu ressens, est-ce que tu arrives à trouver du plaisir quand même dans ce que tu vis, dans la course? C'est déjà en soi une forme d'aboutissement d'avoir pris le départ et puis d'évoluer dans ce contexte qui est quand même assez magique avec la neige, les ambiances de nuit qui sont aussi toujours très particulières. Est-ce que tu arrives à te dire que c'est un moment agréable ou tu es trop pris par tes douleurs physiques? Là, à ce moment-là, je suis vraiment dans ma douleur et dans le doute. Je vais pas dire que j'ai pensé à arrêter parce que ça a dû me traverser l'esprit, mais ça a duré même pas 2 secondes. Mais par contre, je me suis dit, là, ça va être un combat contre toi-même jusqu'au bout. Ça va être abominable, mais de toute façon, t'es là pour ça. Tu savais que ça risquait d'arriver. Des erreurs, j'en avais pas fait encore. Enfin, pas fait. Des erreurs, en tout cas, d'alimentation comme ça, j'en avais pas faites. Il fallait qu'un jour ça arrive. Ça arrivait ce jour-là, mais voilà. Donc, je me suis dit, maintenant, va falloir faire le dos rond, t'avances et on verra ce qui se passera. En fait, le seul, c'est pas un regret, c'est pas, j'allais dire le regret, mais c'est, j'arrivais pas à communiquer avec Mathieu à ce moment-là parce que j'étais tellement dans le mal qu'en fait j'étais juste attentif à ce que lui me disait et j'arrivais pas à échanger plus que ça avec lui parce que j'étais vraiment dans mon truc quoi, contre cette douleur au ventre que j'avais. C'est le seul petit point négatif entre guillemets que j'ai eu. Vous arrivez donc au ravito de Sainte-Catherine, qui est au kilomètre 30. Il a été très bénéfique, pour ne pas dire salvateur, ce ravitaillement pour toi? Ouais, franchement, là, c'était salvateur et bénéfique pour tous les deux, parce que Mathieu avait très froid. Du coup, il s'est changé. J'avais mal au ventre. Je me suis forcé à manger quelques pâtes de fruits, mais qui étaient des pâtes de fruits congelées. Mais Claire, ma coach, du coup, avait du thé. Et franchement, je pense que ce thé, c'est le thé le plus magique de l'univers. Il m'a réchauffé. Il n'était pas trop chaud, il était vraiment tiède. Mais déjà tiède, c'était vraiment une bonne température. Je pense à peu près la température du corps, juste la température qu'il fallait pour réchauffer l'estomac, les intestins, etc. Et juste le sentir couler, je me suis dit, ça va me faire du bien. Donc Mathieu se change. On boit, on va dire, moitié chacun de ce qui restait de thé. Et là, on avance et on part sur la partie que j'appréhendais le plus. Mais plus on avançait, au bout de 3-4 km, j'avais au moins divisé par 2 la douleur que j'avais au niveau du ventre. Et là, je me suis dit, t'es parti de Sainte-Catherine et ça va mieux. Ça devrait pas trop mal se passer. Moi, j'étais sur la Saint-Express lors de cette édition 2023 aussi. J'ai eu exactement la même chose que ce que tu décris, c'est-à-dire des maux de ventre. Et puis, j'ai bu pour la première fois du chaud en course. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et ça m'a changé ma course. Ça m'a fait revenir alors que je pensais que ça allait être une souffrance absolue, les 25 derniers kilomètres. Et puis, finalement, ça m'a remis d'aplomb. Donc voilà, merci les boissons chaudes. Enfin, on le sait tous. Et puis, tu as raison, finalement, on n'est pas si attentif que ça. Ou parfois, on néglige un peu. Et puis, on boit froid. Et finalement, ça nous malmène. Alors qu'il y a des façons finalement très simples de limiter certains risques. Ouais. Ouais, c'est sûr. En tout cas, les risques. On en revient à ta course, donc oui, tu appréhendes le passage d'après et notamment la descente du Bois d'Arfeuil à venir. Comment elle se passe en réalité?
Alors du coup on monte, par contre moment incroyable, et là je pense que tout le monde peut nous l'envier, en tout cas ceux qui sont devant, ils verront jamais ça, c'est incroyable. Non mais enfin, c'est juste pour ça franchement, c'était vraiment chronométré. On arrive au point culminant avec lever de soleil sur les monts du Lyonnais enneigés, et là je me suis dit ça c'est incroyable. Juste pour ça, ça valait le coup de venir là, c'est incroyable. On va utiliser une de ces photos-là justement comme extrait de l'épisode si c'est bien cette photo dont tu parles avec le ciel un peu Ouais, orangé, rosé. ouais. C'est vrai que c'est absolument magnifique. Allez voir sur nos réseaux, vous pourrez voir de quoi Nicolas est en train de parler. Franchement, c'est vraiment magnifique. Caillait bien, hein, mais c'était incroyable. Et là, on commence à repartir de cet endroit-là où on a fait la photo. Et là, je vois tout le monde commencer à galérer et tout. Et je me suis dit, ça y est, je crois que nous sommes à l'endroit où j'ai le plus peur. Parce qu'en fait, tout le monde m'en avait parlé comme l'endroit vraiment hyper compliqué, hyper technique. Et là, je me suis dit, ça va être dur. Ça va être très dur. Alors, ça a été très dur. C'était verglacé, c'était incroyable. D'ailleurs, il y a eu une vidéo qui a fait un petit peu le tour des réseaux où on était assis En et mode puis luge. ouais, c'est ça, on faisait de la luge. C'est Mathieu qui a pris la vidéo. Et ben en fait, franchement, hein, on se fait pas mal comme ça. Hein. On n'est jamais trop prudent. C'est ça. De toute façon, je vois pas comment c'est possible de faire autrement. Franchement, ceux qui courent là-dessus, c'est incroyable. Alors, il y a eu une dizaine de mètres, on a fait comme ça, et après, on a réussi à passer sur un endroit un peu plus enneigé, mais pas verglacé, où là, on a réussi à descendre, on va dire, normalement. Mais c'est vrai que elle est pas très longue, cette descente, mais elle est très pentue, et en soi, c'est là où comme j'ai dit à Mathieu, je dis, mais ça se descend à 14 km/h en été. Enfin, si c'est incroyable, quoi. Et ça me faisait peur. Et quand je voyais le sol, je me dis, mais ça, c'est incroyable. Juste le verglas, bah, ce qui est normal, hein, mais je me dis, j'ai peur de ça. Cet été, je reviendrai juste pour la faire pleine balle, quoi. On n'en a pas encore parlé, mais on entend souvent que quand deux personnes courent ensemble et qu'elles n'ont pas nécessairement naturellement le même rythme, ça peut être parfois difficile pour celui qui va naturellement plus vite. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens chez Mathieu, tu vois, de courir finalement pas à son rythme, c'est une difficulté aussi? Est-ce que c'est quelque chose qu'il formule ou que toi tu peux ressentir peut-être? J'ai pas eu cette impression, il l'a pas formulé. Je pense que le seul moment où vraiment ça a été compliqué pour lui, ça a été le moment entre bah, du coup entre Saint-Christophe et Sainte-Catherine où lui il a eu très très froid parce que forcément bah il a un niveau pour faire la Saint-Élion en 6h30 et bah là on avait déjà dépassé les 6h30 de course je pense et en plus de ça il était bah, il était congelé, enfin, lui, il était en sous-régime complet, enfin, il était en mode rando, lui. Le 14 km/h, lui, il pouvait les tenir même en plein hiver. Oh oui, je pense tranquille. Hein. La course, elle va ensuite complètement basculer positivement à Saint-Genoux, donc qui est le kilomètre 44. Là, tu es dans un état d'esprit très différent. Oui, clairement. En fait, on descend du coup ce Baudafeuille, il y a encore une petite montée, une petite descente, et puis on arrive à Saint-Genoux, où là déjà il commence à avoir quasiment plus de neige, voire plus de neige. Des plaques de verglas, mais c'est un petit peu disparate, etc. Et j'arrive, je me rappelle dire à Claire, bah, ça y est, c'est fini. Elle me dit, bah il reste encore pas mal de bornes. Hein. Je dis, ouais, mais c'est fini, ça y est, le technique c'est fini, le truc qui me faisait peur c'est fini, c'est bon là, ça va le faire. Je pense qu'il y a le lever de soleil, le fait que le jour se lève m'a aussi bien Grisé, euphorisé. ouais, ça fait du bien franchement. Je comprends un peu ce qu'on entend quand on dit quand le jour se lève, ça fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Et puis le fait de me dire, bah maintenant il y a quasiment que du bitume et pas de technique, ça va le faire. Même si, admettons, je marche, je vais au bout quoi. Et du coup, je change de chaussures parce que j'avais mal au genou, mais comme je l'ai dit au début, ça arrivait à peu près à niveau de Sainte-Catherine. Mais j'étais tellement préparé à ça que je me suis dit, bah, allez hop, on change de chaussures, ça va peut-être changer un peu les appuis. Mathieu me dit, en fait, les chaussures que tu as là, je pense elles te conviennent pas tant, parce qu'elles accrochaient peut-être pas assez. Change de chaussures, change d'appui, donc pendant les ouais, 3, 4, 5 km peut-être, j'ai un peu moins mal au genou. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible, d'augmenter la vitesse jusqu'à l'arrivée. Chose que vous avez réussi à faire sur distance qui est quand même assez longue, puisqu'on parle quasiment d'une trentaine de kilomètres, voire plus. C'est la fin de course rêvée pour toi avec Mathieu? Ouais, franchement, là, j'ai pris du plaisir. Alors, j'ai bien morflé quand même. J'avais bah, bien mal au genou et une petite déchirure au niveau du haut du mollet. Mais déjà, on a réussi à bien manger au niveau d'un des ravitaillements. Alors, je sais plus exactement lequel c'est, où en fait, c'était dans un gymnase. Donc, l'eau, elle était Soucieux peut-être? ça
peut-être soucieux, ouais, soucieux, où là, l'eau était chaude, non, ambiante. Et alors là, en tout cas, moi, j'ai bu peut-être 1,5 litre d'eau comme ça, parce que forcément, je m'étais très peu alimenté et pas assez hydraté avant. On a mangé du 4 quarts à souhait, etc. Ça nous a vraiment fait du bien. Et après, on a réussi à accélérer tout le long et on a réussi à parler, à rigoler. Enfin, un vrai échange. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, il y a ce côté où j'ai énormément appris, où Mathieu m'a permis, je pense, d'apprendre des choses que j'aurais mis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans à réussir à aller franchir des barrières mentales, surtout sur la douleur, sur relancer quand ça fait mal, etc. Et là, juste là, même dans mes entraînements que j'ai repris, etc., pour mes courses, je sens qu'il y a une différence dans ma façon de gérer mon effort, d'aller chercher mes barrières mentales, etc. Et j'ai hâte d'aller chercher d'autres barrières d'ailleurs. Et on arrive à ce qui ne m'arrivait jamais jusque-là en course, à reprendre pas mal de place sur les 30 derniers kilomètres. Vous avez un rythme très soutenu là, notamment sur la toute fin, vous êtes quasiment à 11 km/h, je crois. C'est ça, ouais. Alors il y a juste dans les montées où je marchais, mais sinon sur tout ce qui était plat, on courait et je dois reprendre à peu près 300 places sur 25 km, ce qui est quand même, me concernant, je me dis waouh, quand je l'ai su après, je me dis C'est costaud, ouais. ouais, franchement, t'arrives à relancer, t'as jamais fait cette distance, je me dis t'as de la marge en fait, c'est bien ce que tu fais et t'avais pas le volume qu'il fallait pour faire cette course, donc la prochaine fois que tu la feras ou que tu feras une autre course de cette distance, bien préparée, tu pourras essayer d'envoyer le plus possible, ça pourrait être cool. Et ouais, les 2 derniers kilomètres ont été forts en émotion et alors physiquement difficile parce qu'on était vraiment ouais, on était à 11 km/h je crois, et Mathieu qui parlait beaucoup, qui m'a chargé émotionnellement en me disant rappelle-toi pourquoi t'as fait ça, c'est super bien ce que t'as fait, enfin qui me félicitait énormément. Et là je pensais à plein de choses, je pensais à mes amis, je pensais à ce défi un peu fou que je m'étais fixé, à mon père, parce que mon père nous a malheureusement quittés l'année dernière, et je me suis dit ça y est, là j'ai fait ce que je voulais, j'y suis, et ça va le faire quoi. Est-ce que malgré tout, dans cet état d'euphorie, est-ce que tu arrives à garder de l'attention et puis le focus? Parce que c'est aussi le genre de moment où avec la fatigue, plus peut-être ce décrochage, parce que tu profites pleinement et puis que tu t'éclates sur ces derniers kilomètres, le risque de justement à ce moment-là baisser un peu la garde, de tomber. Est-ce que tu t'astreins quand même à être vigilant jusqu'au bout? Alors je reste vigilant, mais c'est vrai que cette zone-là, on va dire, je la connais plutôt bien. Donc j'étais beaucoup moins vigilant en termes de visuel. Et puis c'est vraiment, il y avait très peu de trottoirs, etc. Bon, je regardais quand même, mais ouais, on va dire que j'avais 5% de mon attention là-dessus, mais c'était vraiment très peu le cas. J'étais vraiment dans l'émotion, dans le fait que j'allais finir cette course presque aussi bien que mon objectif incroyable de 13 heures. C'était pas le cas, mais franchement, je me suis dit waouh, c'est fort, j'ai réussi à faire quelque chose de plutôt cool. Donc j'étais vraiment focus sur mes émotions, même si je pense que j'ai pas réalisé tout de suite quand même. Vous bouclez les 78 km de cette Saint-Élion en 14h23. Quel est le sentiment qui prime pour vous deux à l'arrivée? Je dirais que de la fierté et de la joie. Il y avait beaucoup d'émotions. Franchement, c'était très très belle expérience sportive, mais aussi une très très belle expérience humaine où je pense qu'on peut voir ça que dans ce sport où un athlète élite vient aider un athlète amateur débutant pour réussir, et en plus avec un handicap, aller au bout d'une de ses courses et lui donner des clés en plus de le guider pour s'améliorer. C'était incroyable, j'en garde un super souvenir. Et ouais, c'était très très fort. Je vais pas dire que je m'attendais pas à ça, mais dans le sens où ça sentait que Mathieu le faisait vraiment aussi avec grand plaisir. C'était pas ouais, je vais venir t'aider, c'est cool, je veux que tu réussisses. On sentait qu'il était lui aussi touché par la réussite de ce projet, et qu'il était fier. Je pense qu'il était fier aussi de lui, et j'espère qu'il l'est en tout cas, parce que c'est vraiment fort ce qu'il a fait, de m'aider à m'emmener jusqu'au bout, de réussir. Enfin, c'était incroyable. J'ai une petite surprise pour toi, puisque figure-toi que j'ai demandé à Mathieu d'enregistrer un petit message pour qu'il partage son ressenti sur la Saint-Élion que vous avez vécue ensemble. Donc, je te propose de l'écouter. Salut Guillaume, salut mon Nico, et puis salut à tous les auditeurs. Donc voilà, je fais un petit message vraiment pour remercier encore une fois Nico de m'avoir permis de partager ce moment sur cette Saint-Élion, car c'était un moment de sport qui était absolument unique et incroyable.
Ce qu'on a vécu pendant toute cette nuit sur la Saint-Élion avec des conditions dantesques, c'était tout simplement extraordinaire et le défi était de taille. On l'a relevé avec pas mal de rigueur. Ça a été semé d'embûches. Il y a eu pas mal de difficultés. Mais voilà, je tenais vraiment encore à tirer mon chapeau à toi, Nico, car tu as été vraiment extraordinaire. Tu as mis vraiment une grosse volonté et une énorme rigueur. Donc, encore toutes mes félicitations et au plaisir de refaire un bout avec toi sur une prochaine course. Je vous dis à plus, avec grand plaisir. Ciao. Je crois qu'il est chaud pour empiler là, Mathieu, non? Bah écoute, je suis chaud aussi et j'ai déjà proposé un truc, donc à voir si ça va au bout. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire, toi, Mathieu? Eh bah, grand merci, ça me fait plaisir. Enfin, je suis content que tout le monde est heureux de ça, en fait, que ce soit lui, que ce soit moi, que ce soit mes amis, ma famille, ses proches aussi, parce que souvent il m'a dit ah, il y a mes parents qui te félicitent, il y a mon frère qui t'encourage, etc. Donc ça a fait aussi partie d'un certain objectif que même sa famille a suivi, donc et ses amis, donc c'est super. Enfin, ça me touche beaucoup en tout cas, et encore merci à toi Mathieu, et merci à tout le monde, tous ceux qui nous ont encouragés. Et puis bah, la prochaine fois, on fera en sorte que t'aies moins froid et on courra plus vite. Je courrai plus vite, promis. Merci beaucoup, Mathieu, de t'être prêté au jeu de ce témoignage. Si on revient sur votre course, c'était quoi pour toi les clés de votre réussite? Je pense qu'on était prêts tous les deux mentalement. On était connectés à ce niveau-là. C'est un guerrier. De par son parcours aussi, il a aussi une maladie, donc lui qui n'est pas visuel, mais une maladie de peau qui entraîne des douleurs très importantes au quotidien pour lui. Et le trail lui a permis de l'aider à gérer ça et de mieux vivre sa maladie. Et je pense qu'il y avait un peu cette connexion entre nous bah, on sait ce que c'est d'être dans la difficulté. Alors moi, pas forcément dans la douleur, mais dans les difficultés du quotidien, plus sur l'adaptation, etc. Et lui, plus dans la gestion de la douleur. Plus son expérience, forcément, elle nous a énormément aidé, son expérience. Combien de fois je serais passé sur la plus grosse plaque de verglas s'il m'avait pas dit, bah tiens, là, il faut aller à gauche, là, il faut aller à droite. Enfin, je pense que ça, c'était les grosses clés. Et puis il y avait un feeling aussi. Enfin, on s'est tout de suite bien entendu, on a tout de suite rigolé, et puis on a une mentalité qui est quand même très proche l'une de l'autre. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont fait que ça a vraiment matché et permis de réussir. Vous vous êtes trouvés. Ouais. Nicolas, l'image ou le moment que tu retiendrais de cette Saint-Élion, s'il n'en restait qu'un? Je dirais la photo finish où on est tous les quatre avec Claire, Bob et Mathieu, et on a réussi en fait. On a été au bout ensemble. Ça a été dur ensemble, et bah voilà, c'est la consécration de cette réussite. Si on devait la synthétiser, elle raconte quoi ta course épique? Le message qu'elle porte, elle dit quoi? Bah, il dit que tu peux avoir un handicap, tu peux avoir des difficultés dans ta vie, mais ça t'empêchera pas de réussir. Il faut mettre tous les ingrédients que tu peux, il faut tout donner et tu réussiras. Peut-être pas au premier coup, peut-être que ça va être au deuxième, au troisième, au dixième, mais si tu veux vraiment réussir, tu réussiras. Toi, t'es sorti de cette Saint-Élion gorgé de confiance en toi? Ouais, plus de la confiance complètement, et aussi du jus. Du jus dans le sens où là, enfin, c'est peut-être un peu présomptueux, mais il y a plus grand-chose qui me fait peur. Merci beaucoup, Nicolas, d'être revenu avec nous sur votre Saint-Élion. Et puis, merci encore à Mathieu pour ta contribution. Tu l'as évoqué un peu plus tôt dans nos échanges, et c'est ce que tu viens de dire conforte un peu la vision finalement que tu as, que cette construction et ces différentes courses qui ont été très vite assez ambitieuses, c'est vraiment pour t'emmener jusqu'à l'ultra, c'est vraiment ça la quête, et les courses vers lesquelles tu as envie de te projeter, ou en tout cas d'essayer pour le coup d'après. Oui, c'est ça. Alors, l'idée, c'est d'aller vers l'ultra. De base, c'était juste ça, l'objectif. Maintenant, j'ai un objectif qui est secondaire, donc c'est du bonus, mais que j'aimerais réussir aussi. Donc, bah, quand on veut réussir quelque chose, moi je dis que c'est du bonus, mais en fait, je vais tout faire pour que ça fonctionne. J'ai aussi l'envie que le côté handisport et les côtés malvoyants rentrent plus dans le trail. Alors du coup, il y a un autre coureur, Boris Gérardi, qui œuvre beaucoup là-dedans, avec il est coureur avec prothèse, lui, au niveau de sa jambe. J'aimerais que le handicap, tous les handicaps en fait, soient représentés dans la manière où c'est possible, bien évidemment, hein, dans le trail. Et je vais essayer de faire en sorte que le côté aussi des malvoyants soit réglé et mis en condition. C'est bête ce que je vais te dire, mais je rêve qu'un jour on puisse
je puisse avoir la chance de gagner une course, quoi. Dans le sens où, voilà. Avec un classement en T'as e-sport. un classement en e-sport et tu peux te dire, là, aujourd'hui, j'ai ma chance. C'est bête, hein, mais là, je pourrais avoir les qualités physiques et cardiovasculaires de Kylian Jornet, Aurélien Dunant-Palaz ou n'importe qui. Je gagnerai jamais un trail. Quel que soit le trail, je gagnerai pas parce que en descente, je vais rien voir, je vais forcément freiner et ils vont tous repasser. Donc j'aimerais un jour me dire, tiens, même si c'est pas moi, c'est pas grave, c'est plus tard, quelqu'un se dit, voilà, il y a la catégorie des malvoyants, il y a la catégorie des gens avec les prothèses, il y a la catégorie des personnes avec des déficiences mentales, ça sera franchement quelque chose d'incroyable et il faut y penser parce que même si ça a l'air d'être discuté dans les coureurs, si un jour ça devient olympique, faudra s'y pencher avant que 4 ans avant, ou bien avant 4 ans avant que ça arrive, parce qu'il va falloir réussir à monter des équipes après. Hein. Effectivement, oui, c'est une piste intéressante. Où est-ce qu'on peut te croiser là cette année, Nicolas, en 2024 ton agenda de course, il est ficelé? Quasiment. Alors, il y a des choses qui sont incertaines. J'ai un projet, j'ai monté une équipe de 4 personnes malvoyantes pour la Maxi Race 2024. L'idée, c'est de la faire en relais avec 4 malvoyants avec des déficiences différentes et 3 guides. Donc ça sera en 2024, voir pourquoi en 2025 si c'est pas possible cette année pour Salomon ou parce qu'il n'y a plus de dossard. Dans un premier temps, avant il y aura d'autres courses préparatives, je trace des maquisards, Lyon Urban Trail, j'irai sur la course de Mathieu aussi. Après Annecy, il y aura l'Ultra 01. Pour le moment, ça va être des courses autour de 25 voire 40 km. Un petit projet, j'espère, qui va déboucher aussi, peut-être faire partie de l'équipe handisport de l'UTMB sur la MCC cette année. Il y a un projet d'accessibilité mis en place par Boris. Je ne sais pas si je serai sélectionné, mais en tout cas, je croise les doigts. Et après, août, je ne sais pas, mais peut-être sur l'UTMJ, peut-être le 75. Et la Saint-Élion, je ne sais pas trop si je ferai une Saint-Élion entière ou pas, mais j'y ferai peut-être un tour en tout cas. À tout moment, tu peux nous dire Lyon-Saint-Élion, j'ai l'impression. Ma folie te dirait que j'aimerais bien, mais c'est pas possible là. Je pense que si ma coach écoute ça, elle va mourir d'un crise cardiaque là. Ouais, t'as un planning déjà bien dense et bien intense là pour cette année. Nicolas, c'est le moment de conclure. Est-ce que tu aurais un motto de la fin à partager avec nous, une devise qui t'est particulièrement chère? Je dis souvent, c'est le destin qui distribue les cartes, mais c'est nous qui les jouons. On peut commencer avec un jeu de cartes complètement pourri et finalement gagner, ou en tout cas faire une partie pas trop mauvaise, et c'est ce que j'essaye de faire dans la vie. Donc je pense que pour quelqu'un qui était pas parti pour entre guillemets réussir pour certaines personnes, être kiné et puis faire une Saint-Élion, c'est pas trop mal. Et dans ta manche, on peut le dire. Voilà, c'est ça. Puis je pense que c'est pas fini, donc on va continuer comme ça. Merci beaucoup Nicolas, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre cette Saint-Élion plus près de Mathieu et toi. Et puis bravo évidemment à tous les deux d'avoir relevé avec autant d'abnégation et d'enthousiasme. On le sent beaucoup. Et puis la discipline, j'ai pas rebondi sur ce qu'a dit Mathieu, mais on a senti qu'il y a quand même beaucoup de travail et d'engagement derrière forcément. Donc d'avoir relevé le défi de cette doyenne dans des conditions qui étaient à nouveau délicates cette année. Ton histoire avec la course à pied illustre parfaitement que tout est possible dans la vie et que chacun a la capacité de pleinement s'accomplir, de vivre des expériences qui pourraient sembler irréalisables sur le papier. C'est une belle démonstration et puis ton histoire en est une, que tout est possible quand on se donne les moyens. Nicolas, je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures. J'ai l'impression qu'elles sont nombreuses et elles seront belles à n'en pas douter. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur les différents rendez-vous, en tout cas sur certains d'entre eux, en 2024. Voilà, je te dis à très bientôt sur les sentiers, en tout cas je l'espère. Et merci à toi Guillaume, et puis au plaisir. Et si jamais tu me vois, n'hésite pas à venir, parce que si je passe à côté, c'est pas parce que je le fais exprès. J'hésiterai pas, sois sûr. Salut. Salut, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.